Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 décembre 2025, épisode 519. Il est 4h30 du matin et au programme aujourd'hui, nous avons une faille critique sur QNAP avec un contournement d'authentification et un déni de service sur QTS et QTS Hero. Retour de BPF d'or avec un contrôleur furtif permettant un shell inversé et des mouvements latéraux via des abus du BPF noyau. La CISA confirme l'exploitation active de 2 nouvelles vulnérabilités ajoutées au catalogue KEV. Escroquerie sur WhatsApp silencieuse exploitant la liaison d'appareils pour un accès persistant au compte des utilisateurs. Et une violation de données majeure chez Prosper et 700 crédits aux États-Unis, touchant près de 20 millions de personnes. The Record nous informe que 2 incidents distincts confirment une fuite de données personnelles dans le secteur financier américain. Chez Prosper Marketplace, l'analyse forensique a établi un accès non autorisé au système entre juin et août 2025, avec une détection tardive le 1er septembre. Les attaquants ont exfiltré un volume étendu de données à caractère hautement sensible, incluant identité complète, numéro de sécurité sociale, identifiants nationaux, données bancaires et informations de demande de crédit, ainsi que des documents officiels et des données de paiement. Aucun indice ne confirme un accès direct au compte des clients ou au flux financier, ce qui suggère une compromission orientée data adversing, plutôt qu'une fraude transactionnelle immédiate. L'impact dépasse plus de 13,1 millions de personnes, avec une concentration significative dans plusieurs États américains. Aucun groupe de menaces ne s'est attribué l'attaque à ce stade. Un second incident a touché le 700 crédits, c'est un fournisseur de services critiques pour les concessionnaires automobiles, et la compromission détectée le 25 octobre a permis la copie de données personnelles incluant les identités, la date de naissance, l'adresse et le numéro de sécurité sociale pour plus de 5 millions d'individus. L'accès observé indique une exfiltration directe depuis les systèmes internes sans mention d'altération ou de chiffrement, et ces 2 événements s'inscrivent dans une tendance persistante d'attaques ciblant l'écosystème financier élargi, en particulier les prestataires intermédiaires. Les impacts opérationnels se traduisent par un risque accru de fraude à l'identité, d'ingénierie sociale et de réutilisation des données sur des campagnes futures, dans un contexte de pression continue sur des acteurs bancaires ou parafinanciers. Une campagne malveillante ciblant WhatsApp exploite le mécanisme natif de liaison des terminaux sans recourir au vol de mots de passe, au SIM swapping ou à une compromission technique du service. Le vecteur initial repose sur une interaction de confiance via un message court envoyé depuis un compte WhatsApp légitime déjà compromis, typiquement formulé comme une notification anodine indiquant la découverte d'une photo. Le lien va vous rediriger vers une page frauduleuse imitant l'interface de Facebook, dont l'objectif réel est d'orchestrer un processus de device linking WhatsApp, et la victime est invitée à saisir son numéro de téléphone, déclenchant l'envoi par WhatsApp d'un code de jumelage valide. Ce code est ensuite réutilisé par l'attaquant pour lier silencieusement un navigateur distant au compte de la victime, et l'opération est conforme au flux d'authentification prévu par WhatsApp, ce qui empêche toute alerte de sécurité de votre côté. Une fois le terminal lié, l'attaque accède aux messages synchronisés aux médias, aux notes vocales, et peut envoyer des messages en temps réel tout en laissant le terminal principal fonctionner normalement. La persistance repose sur la durée de validité indéfinie des appareils liés tant qu'ils ne sont pas révoqués manuellement. L'impact opérationnel inclut la surveillance discrète des échanges, l'usurpation d'identité contextuelle et la propagation latérale via les groupes et contacts existants. Les mesures de mitigation reposent sur l'audit régulier de vos appareils liés, l'activation de la vérification en 2 étapes et la détection organisationnelle des demandes de code ou de QR code inattendus associés à des contenus attractifs. Instructif, à lire. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités au catalogue Kno Exploited Vulnerabilities, confirmant leur exploitation active dans des environnements opérationnels. La première, la CVE 2025-14611, affecte Gladinet CentreStack et TrioFox. Elle repose sur l'utilisation de secrets cryptographiques codés en dur. Cette faiblesse permet à un acteur malveillant
d'exploiter des clés intégrées pour contourner les mécanismes de protection, facilitant l'accès non autorisé aux services exposés et aux données synchronisées. Le vecteur est particulièrement critique dans les contextes de partage de fichiers et d'accès distant, où ces solutions sont fréquemment déployées. La seconde vulnérabilité, la CVE 2025 43529, elle concerne plusieurs produits Apple via une condition de type Use After Free dans WebKit, et ce défaut mémoire peut être exploité lors du traitement de contenu web malveillant, permettant l'exécution de code arbitraire dans le contexte du navigateur ou de l'application embarquant WebKit. L'exploitation active indique un usage probable dans des chaînes d'attaque orientées Initial Access ou exploitation client-side ciblée. Ces ajouts s'inscrivent dans le cadre de la Binding Operational Directive, la fameuse BOD 2201, qui impose aux agences FCEB la rémédiation obligatoire des vulnérabilités listées dans le KEF catalogue, dans des délais prescrits. L'impact opérationnel dépasse toutefois le périmètre fédéral américain, et ces vulnérabilités représentent des vecteurs éprouvés pour compromission initiale, des mouvements latéraux et de la persistance. La mitigation repose sur l'application immédiate des correctifs éditeurs et la désactivation des services vulnérables non nécessaires, ainsi que la priorisation stricte de ces CVE dans le processus de gestion de vulnérabilité. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Une activité de cyberespionnage persistante implique BPF-DOR. Détecté comme backdoor Linux BPF-DOR, ça met en évidence l'usage opérationnel d'un contrôleur jusque-là non observé. C'est un peu une dinguerie parce que quand vous regardez vos logs sur vos serveurs Linux, vous allez voir que tout est normal. Mais c'est une saloperie de malware. Pardon, c'est un malware, comment dirais-je, pas très sympa. BPF-DOR s'appuie sur les capacités du Berkeley Packet Filter pour s'ancrer au niveau noyau et rester invisible aux mécanismes classiques de détection réseau. Cette backdoor n'expose aucun port en écoute et s'active exclusivement via des paquets réseau contenant des séquences magiques définies par l'attaquant, capables de traverser les firewalls et d'atteindre directement le moteur BPF. Les investigations récentes montrent que ce contrôleur permet l'ouverture de shells inversés ou directs, l'activation chiffrée des communications, ainsi que l'exploitation des protocoles TCP, UDP et ICMP pour le pilotage à distance. L'authentification repose sur des mots de passe codés en dur, hachés en MD5 avec un cell fixe et comparé côté implant. Les attaques observées ciblent des serveurs Linux dans les secteurs des télécommunications, de la finance et du retail, notamment en Corée du Sud, à Hong Kong, au Myanmar, en Malaisie et en Égypte. Les TTPs observés incluent la persistance furtive, l'évasion défensive, la suppression des traces d'historique Shell et MySQL et la capacité de mouvement latéral via la redirection d'IPTable. L'attribution de cette infrastructure est réalisée avec un niveau de confiance moyen vers le groupe APT Red Machine, suivi sous le nom de Earth Blue Crow, illustrant une exploitation mature de mécanismes kernel level à des fins d'accès, durable et de contrôle discret des environnements compromis. C'est à lire, c'est ultra technique pour certains, c'est du très joli reverse malware. Moi, j'ai adoré. Il a beau être très tôt ce matin, ça fait 1h30 que je suis sur le sujet, c'est kiffant. Pardon, extrêmement intéressant. Le mec, il a pas de vie, quoi. Il lit ça à 4h du mat', quoi. On a deux vulnérabilités critiques sur les systèmes QNAP. La première de cette vulnérabilité, c'est la CVE 2025-62848 avec un score CVSS V4 en 8 points. Ça affecte plusieurs versions des systèmes d'exploitation QNAP, QTS et QUTS Hero et repose sur une condition de null pointer classée CWE476. Cette vulnérabilité est exploitable à distance sans authentification ni interaction de l'utilisateur. Son exploitation permet à un attaquant distant de provoquer un déni de service, entraînant un arrêt ou une instabilité du système affecté. Les impacts évalués sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, indiquant un potentiel de perturbation significatif pour les environnements exposés, en particulier lorsque vous avez exposé votre QNAP depuis Internet. Alors, le scénario d'attaque implique l'envoi de requêtes réseau spécialement conçues, déclenchant la déférence du pointeur nul dans les composants vulnérables du système d'exploitation. Il n'y a aucune élévation de privilège qui est requise. Et l'exploitation ne va pas dépendre de conditions particulières, ce qui va réduire fortement la barrière à l'attaque. Alors bien entendu, QNAP a corrigé la vulnérabilité dans les versions QTS 5.2.7,
3297 Build 2025-10-24, ainsi que sur QUTS Hero. Les mesures de mitigation reposent exclusivement sur l'application des correctifs. Et bien entendu, quelque chose qu'il faut ne jamais oublier, c'est le redémarrage des systèmes. Ça fait toujours halluciner quand je donne cette recommandation, mais il y a eu des audits que j'ai pu voir à l'extérieur. J'ai halluciné, il y a des gens qui appliquent des patchs depuis pratiquement 10 ans sur leur système. Ils n'ont jamais rebooté. Ils n'ont jamais redémarré la machine. Les mecs sont tellement pétés de trouille à l'idée de rebooter la machine et que ça explose. Ils appliquent les patchs. Au niveau conformité, ils sont au taquet. C'est ce que j'appelle des administrateurs consultants haut de gamme. Mais ça n'a jamais été rebooté. Donc, sur le papier, ils disent à leur chef, regarde, on a patché, on est au niveau sécu, mais dans la réalité, leur patch n'est pas encore mis en prod. Et ça se voit sur des systèmes Windows, sur des systèmes Linux. C'est impressionnant quand même à quel point parfois le manque de courage. Non, on reboot. La seconde vulnérabilité de QNAP, la vulnérabilité CVE 2025-59385, va affecter plusieurs versions des systèmes d'exploitation QNAP QTS et aussi QTS Hero. Elle correspond à un contournement d'authentification par usurpation. Elle est classée en CWE 290. Elle est exploitable à distance sans aucun privilège ni aucune interaction de l'utilisateur, conformément au vecteur CVSS 4 avec un score basé élevé évalué à 8.1. L'exploitation permet à un attaquant distant d'accéder à des ressources protégées normalement soumises à authentification, exposant directement les services et données hébergées sur les systèmes affectés. Ce scénario d'attaque repose sur la falsification d'identifiants de confiance ou de mécanismes de cession qui permettent de tromper les contrôles d'authentification du système. Les patterns d'attaque associés incluent l'exploitation de la confiance côté client. Bref, QNAP a corrigé cette vulnérabilité dans les versions 5.2.7.3297 et ainsi que sur la 5.2.7.3297 H5313292. Bref. Et voilà, cet épisode matinal se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch et on reboot son système. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir.